un maréchal de logis peut arrêter quelqu'un pour l'amener directement chez le progrès parce qu'il est officier de police judiciaire. Ce qu'un maréchal de logis peut faire, un président de la CONAC ne peut pas le faire. Un ministre chargé du contrôle supérieur de l'État ne peut pas le faire. Alors qu'on constate des infractions et parfois on est le mieux placé à les justifier. Mais ça marche, ça monte et parfois on sent comme si c'était politisé. Or, dans le domaine de la gestion, il n'y a pas matière à politisation. Quand vous parlez de politiser, vous faites référence à quoi concrètement? Non, c'est-à-dire, on sent, c'est-à-dire quand le dossier doit subir, passer à travers les mailles de je ne sais qui, et surtout de quel chargé de mission, ils ne sont pas tous propres. Hein. Alors, à partir de ces moments, il vaut mieux que le président fasse confiance aux gens qu'il a nommés à tel poste qu'à ces chargés de mission qui peuvent lui camoufler la vérité. Et ils peuvent faire une note qui ne reprenne pas le fond des dossiers. S'ils sont malhonnêtes, je souhaite qu'il n'y en ait pas. Et ils s'y reconnaîtront. Garga Manadji, je vous propose de marquer l'unique pause de cette édition et je vous retrouve dans des très petites secondes qui suivent. Les risques de politisation de ces opérations de lutte contre la corruption ou de cette campagne d'assainissement des mœurs, ce qui est donné comme tel. Dans ce qui est apparu comme l'opération Épervier ou qui rentre dans les annales de l'histoire comme telle, avec cette campagne d'arrestation, etc., qu'est-ce qui vous marque le plus? Je vais vous proposer 3 petites réponses. Est-ce que c'est par exemple les pressions extérieures, celles des bailleurs de fonds qui ont pu pousser, donner un véritable coup d'accélérateur aux procédures, par exemple? Bon, je ne sais pas jusqu'où ces pressions peuvent faire marcher le président de la République. Et en tout cas, je ne sais pas si quelqu'un lui attrape la main pour qu'il donne des instructions écrites. Qu'importe. Je vous ai dit, les rapports viennent du contrôle de l'État avant qu'ils ne soient transmis au ministre de la Justice et qu'ils soient transmis au parquet de Yaoundé. Bon. Est-ce que c'est des pressions extérieures? Les pressions extérieures, je ne suis pas sûr qu'il y en ait suffisamment. Je sais des Américains ne lâchent pas prise. Je sais la Banque mondiale ne lâche pas prise. Un peu, à l'époque, le Fonds monétaire international, quelques ambassades qui se sentent elles-mêmes propres, lui en parlent, c'est certain. Lui en parle et c'est normal. Mais c'est à lui de décider. C'est à lui de décider et c'est lui qui décide. Deuxième piste, deuxième risque éventuellement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement les opinions s'impatientent de voir éventuellement rapatrier les fonds alors que les procédures sont d'une subtilité incroyable, alors que le Cameroun, même pour ce qui est de ces questions de rapatriement, n'est pas assez outillé pour faire agir des puissances extérieures des pays amis. Oui, je crois que là, il y a quelque chose à faire. On doit le faire. Parce que l'argent volé, peut-être 1/10 ou 1/20 est investi au Cameroun. Le reste est planqué à l'étranger. Et s'il faut qu'on retrouve l'argent volé, on doit agir dans 2 directions. 1, au niveau de la saisine des biens qui sont au Cameroun. Si les procédures actuelles ne fonctionnent pas normalement, on doit les adapter à la situation. Par exemple, on ne peut pas saisir le bien de quelqu'un tant que la décision judiciaire, le condamnant, n'est pas devenue définitive. Or, avec 1000 astuces, on fait traîner la décision judiciaire définitive. Parce qu'on est en première instance, en grande instance, parce que tout est volumineux en argent, et on est en grande instance. Au niveau de la grande instance, on peut faire traîner les choses, aller à l'appel avant de se prononcer sur le fond. On peut se jouer sur la forme, faire 1, 2 fois, 8 fois des appels, ça traîne la procédure. Arriver à l'appel, après le jugement, quant au fond, ils peuvent également multiplier les astuces pour faire traîner la procédure avant d'arriver jusqu'à la Cour suprême. Ça prend des années. Et si on sait le temps que la Cour suprême prend pour juger une affaire, je prends le cas ADD contre État du Cameroun au sujet de 4 membres du bureau politique
et du comité central du RDPC nommé à Elekam. Jusqu'à aujourd'hui, aucune décision n'est sortie. Bon, ça ne je sais que ça traîne parce que j'ai raison. ADD a raison. Mais il faut que cette décision sorte pour que Elekam cesse d'être suspecté, d'être l'organe du RDPC. Et ça va même dans l'intérêt du président de la République. Et les bailleurs de fonds ne vous donneront pas un seul franc tant que Azou, Babale, l'autre de Sud-Ouest, Madame Djema, et la quatrième personne ne sont pas, Madame Bomba, ne sont pas sortis de là. Et le CAM ne recevra aucun franc de subside. Parce que ces Occidentaux ne peuvent pas aider une dictature. Parce que là, on veut nous imposer une dictature. On va revenir sur Elekam, c'est sûr, mais puisque nous étions en train de conclure sur le rapatriement des fonds. Le rapatriement des fonds, donc j'ai dit sur le plan intérieur, il faut adapter nos procédures à la situation actuelle. Et peut-être une des voies aurait été quand même de rendre applicable ce fameux article 66 de la Constitution qui traite. Non, l'article 66 n'est pas un article d'application universelle. Il applique à un certain nombre de cas. Mais pour le cas qui nous concerne, et les infractions sont déjà commises, sont consommées. Les gens sont en prison. Ça, il faut des mesures de sauvegarde, c'est-à-dire avant même que la saisie ne soit appliquée. Au niveau de l'étranger, notre diplomatie doit jouer. Et en matière de diplomatie, c'est le principe de la réciprocité qui doit régner. Or, en la matière... Un pays qui refuse de nous rapatrier les fonds planqués dans ses banques, eh bien, il n'y a pas matière à rester avec ce pays. S'il aide le voleur à nous ruiner et à enrichir les banques de son pays, à ce moment, il ne nous aide pas. Or, si le Cameroun déploie sa diplomatie, aussi bien au niveau des textes que des contacts et des négociations, tous les fonds vont revenir. Mais vous savez bien que le Cameroun, dans certains cas, s'est heurté à une question très simple. Comment prouver que le contenu de certains comptes bancaires était directement issu de l'argent de la corruption, de l'atteinte à la fortune publique? Vous savez, nous savons ce que nous sommes. Si Zinga ou Garga planquent 1 milliard, 5 milliards, ils ne sont pas en communication directe avec le bon Dieu de l'argent. Donc ça sort aux yeux. Il y a des choses, même si on ne peut pas le prouver de manière matérielle, ça se prouve par la logique. Et ne serait-ce que pour ça, ils peuvent dire, dans ce cas, on vous rapatrie le fonds, quitte à ce que vous vous arrangez avec votre législation interne. Donc, il faut que cet argent revienne, sinon nos amis qui sont à Kodengui, ils poironnent là-bas. Je ne suis pas sûr qu'ils profitent même de cet argent. Ils en sont privés, leur famille également, et le Cameroun ne retrouve pas ses biens. C'est l'impasse. Tout le monde est perdant. Et c'est l'impasse. C'est pire que l'impasse. Alors, troisième petit point, puisque vous parlez de ceux qui sont à Kodengui, d'autres à